Bienvenue dans Un jeune, une histoire, la série audio qui donne la parole aux jeunes de 20 ans et moins. Une production signée Colette Cause, animée par Eva Bourgin. Bonjour et bienvenue dans Un jeune, une histoire, le podcast qui donne la parole aux jeunes de 20 ans et moins. Alors dans ce nouvel épisode, je suis accompagnée de Flavie et Charline, toutes les deux atteintes d'endométriose. Vous faites partie de l'association EndoFemmes, à qui je tiens d'ailleurs à adresser un salut particulier pour son travail et je remercie grandement. Alors cette maladie fait partie intégrante de vos vies et ça me semblait vraiment important aussi de vous laisser la liberté à ce sujet. Déjà pour commencer, comment vous allez ? Comment vous vous sentez ? Ça va, merci. Ça va également, merci. Est-ce que l'une d'entre vous, ou même chacune d'entre vous, pourrait me définir ce que c'est l'endométriose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la maladie ? Oui. L'endométriose, c'est une maladie que les femmes sont atteintes. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie de longue durée qui impacte le quotidien. Pour décrire la maladie vraiment dans ces termes, c'est-à-dire que les tissus de l'endomètre, ils se propagent hors de l'utérus et ça crée des infections, ça crée des douleurs surtout. Et voilà, en quelques mots pour décrire simplement. Charline, peut-être, tu veux ajouter quelque chose ? Il y a plusieurs types d'endométriose, donc il y a superficielle, profonde et ovarienne. Souvent on dit que c'est une maladie gynécologique, mais en fait ça touche beaucoup plus, parce qu'en fait ça impacte vraiment tout notre corps, et c'est pas un suivi seulement gynécologique qu'on a besoin avec cette maladie. On y reviendra, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de douleurs et de symptômes. Moi, je voulais d'abord aussi commencer par la banalisation de la douleur. Vous avez 19-20 ans pour toi, Flavie, bientôt, 17 ans pour toi, Charline. Quand on est adolescente et qu'on souffre pendant ses règles, est-ce que, en fait, qu'est-ce qu'on entend finalement autour de soi ? Est-ce qu'on banalise un petit peu les douleurs de règles pour commencer avant de savoir qu'on est atteint de cette maladie ? C'est vrai qu'avant on nous dit les médecins en premier que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. On donne des médicaments comme l'Antadis, ces choses-là, et on nous dit que ça va passer, que c'est normal, qu'il faut mettre du chaud, qu'il faut se reposer. Mais en fait ça passe pas, et c'est même avec l'endométriose des douleurs qui peuvent être hors les règles. Et donc personnellement, moi on m'a dit que c'était le stress qui faisait ces douleurs, que je devais être moins stressée, parce que les douleurs de ventre, c'est le stress en particulier. Alors oui, déjà l'endométriose pour la plupart d'entre nous c'est long à diagnostiquer, on va en revenir un petit peu plus tard, mais ce qui est long à diagnostiquer, ça veut dire que on nous dit beaucoup c'est dans la tête, c'est t'en fais trop, sois moins stressé, relativiste, tout va bien se passer, et c'est tellement long, c'est tellement dur, ça impacte tellement notre quotidien que on se met même à nous douter de notre propre de ce qu'on ressent. Est-ce que finalement j'ai pas plus mal que les autres et c'est moi qui sais pas gérer ma douleur ? Est-ce que mon entourage a raison et que eux aussi ils étaient obligés de s'enfermer dans le noir ? Est-ce que c'est pas tout simplement comme moi qu'en fait trop ? C'est vrai que il y a le doute des autres, des médecins, puisque comme elle l'a dit, moi on m'a parlé de chaussures neuves, on m'a dit t'es jeune hein, ça va aller, prends le temps. Et mais aussi on entend tellement de choses qu'on se met à douter sur nous, ce qu'on ressent. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas simplement folle ? Et c'est vrai que le doute des médecins, de l'entourage et notre doute, c'est beaucoup, ça prend beaucoup de place. Oui, tu l'as dit, et ça fait partie justement de cette banalisation, de prendre un petit peu à la légère ce que vous ressentez, ce aussi où vous avez mal. Charline, est-ce que tu peux revenir sur la manière dont tu as découvert que tu avais l'endométriose, comment elle s'est manifestée dans ton corps, toi, tes symptômes à toi ? Alors moi, du coup, depuis le début de mes règles, j'ai toujours eu mal. Et à chaque fois que j'avais mes règles, les douleurs étaient de plus en plus fortes. À chaque fois, des envies de vomir. Ça m'arrive d'avoir de la fièvre quand j'ai mes règles. À beaucoup de moments, je me suis retrouvée aux urgences. Et on me disait, non, mais c'est rien. Au début, on pense à l'appendicite, ces choses-là. Moi, j'ai beaucoup de migraines aussi. Donc à chaque fois que j'ai mes règles, c'est des moments où je peux plus regarder, les migraines, je peux plus être face au jour, ou vraiment je pouvais pas aller à l'école par exemple, parce que je pouvais pas du tout tenir sur une chaise, ni debout, ni rien. Donc c'était vraiment j'étais incapable de vivre quand j'avais mes règles.
Et donc j'ai pris la pilule au début une première fois et après je l'avais arrêtée parce que ça s'était mal passé à cause de mes migraines et ça continuait et là j'avais mal même sans avoir mes règles. Donc avant, après, tout le temps, donc j'avais des problèmes digestifs. Donc on me disait le stress et un jour je suis allée voir une sage-femme et cette sage-femme elle m'a dit qu'elle pensait qu'il y avait plus que le stress ou que les règles et elle a voulu me faire une IRM pelvienne. Et c'est dans cette IRM, en fait, qu'ils ont découvert une endométriose profonde. Et donc, c'est comme ça, en gros, que on a pu après commencer un suivi. Mais moi, mes premiers signes qui ont vraiment, on va dire, un peu alerté, c'était beaucoup les troubles digestifs qui étaient très importants. Des troubles digestifs, d'ailleurs, enfin, moi, je savais même pas qu'on pouvait avoir des troubles digestifs liés, en tout cas, à l'endométriose. Oui, du coup, c'est des envies de vomir. Moi, par exemple, je sais que des remontées gastriques, au niveau de l'intestin, tout ça, vraiment. Donc, il y a aussi des suivis gastro-entérologues. Beaucoup d'autres symptômes aussi dont on parle pas trop. Oui, c'est ça. En fait, il y a des symptômes qu'on ne sait même pas que c'est lié à l'endométriose, tellement on va dire c'est un peu pas bizarre, mais des fois en fait on a des symptômes. Par exemple, moi j'ai mal jusque dans le bout des doigts et on va se dire non, en fait c'est autre chose, c'est pas possible que ce soit lié à ça, sauf qu'en fait finalement c'est lié à ça. Il y a même d'autres personnes qui ont l'endométriose qui ont ces mêmes symptômes, mais en fait des fois on se dit mais est-ce que c'est ça ou est-ce que on en devient fou en fait. Comme tu le disais Flavie, on remet en question jusqu'à se dire on est peut-être fou parce qu'on doute aussi de notre corps. Toi, Flavie, de ton côté, comment ça s'est manifesté Alors, Charline, il me semble que ça fait 1 an que tu es diagnostiquée atteinte de l'endométriose. Flavie, ça a mis 6 ans et demi. Est-ce que tu peux revenir, du coup, à ses débuts ? Ouais. Alors déjà, moi, je pense que c'est important de préciser que j'ai une autre maladie intestinale aussi. J'ai la colopathie fonctionnelle. Donc, j'ai toujours été malade. J'ai toujours eu mal au ventre. Et je pense que je me souviens pas avoir passé une semaine sans avoir mal au ventre dans toute ma vie. Et au moment où justement j'ai vu un petit peu le jour dans ma maladie intestinale, j'ai eu mes règles. Et là, ça a été de pire en pire. Puisque du moment que j'ai eu mes règles, je les avais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'était hémorragique, c'était énormément. Et j'ai fait ma première crise en 3e, où un jour, juste la douleur, elle a été tellement forte que je suis tombée. Je suis tombée comme ça devant ma maman. Elle a eu tellement peur, on est allé aux urgences. Ils m'ont fait une échographie, ils trouvaient mes ovaires anormales, donc ils m'ont opérée pour regarder qu'est-ce qui se passait là-dedans. Au final, trop rien. Donc voilà, ils se sont pas plus cherchés. 1 an plus tard, rebelote, encore la même situation. Donc encore une fois, on m'opère. Encore une fois, on se pose pas plus de questions. Et là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à prendre des pilules. J'ai testé toutes les pilules qui existent en France. J'ai même été testeuse d'une pilule. C'était très dur. Alors oui, il y a les crises. Les crises, c'est horrible. Je saurais même pas comment décrire à quelqu'un qui n'a jamais subi ça, comment décrire. C'est vrai que je me retrouve vachement dans ce que Charline, elle disait. Pas tenir assis, pas marcher longtemps. Allongé, moi, c'est le seul où je suis un minimum bien. Pas pouvoir dormir, puisque on a tellement mal, le corps est tellement en alerte que quand je m'endors, je me réveille en sursaut. C'est impossible. Pareil, on peut plus rien faire. Marcher, après moi je suis obligée de faire du kiné pour réapprendre à marcher. Je faisais des crises tellement fortes que j'étais hospitalisée en général pendant 1 semaine, où ils mettaient de la morphine, toutes sortes de d'antalgiques, d'afalgan, spasfon, kétoprophène, tramadol, pour passer la douleur, pour passer les crises. Et moi, oui, ça a mis super longtemps. J'ai fait 2 IRM, je faisais des échos tout le temps. Toutes les 2 semaines, je faisais une échographie pelvienne. Alors, quand on a 14, 15, 16, 17 ans, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on me disait, c'est pas normal, mais à la fois, il y a rien d'anormal. Donc, voilà. Et étant donné mon parcours, étant donné que j'ai tout testé, étant donné que c'est compliqué, j'ai eu le droit de faire le test salivaire. Et c'est grâce au test salivaire que j'ai fait là, il y a quelques mois, que on a découvert l'endométriose, et le test salivaire, c'est irrévocable, c'est sûr à 99%. Et donc voilà. Mais mon parcours, je pense que ça serait dur de le résumer en si peu de temps, puisque depuis que j'ai mes règles... Oui, c'est compliqué. Voilà. Et comme du coup là je peux voir aussi la différence que ça marche pas, c'est-à-dire que toi Charline tu as fait l'IRM pelvienne, tu as du coup été diagnostiquée, mais toi justement tu en as fait plusieurs et on ne t'a rien diagnostiqué, tu as dû faire le test salivaire. Donc comme quoi aussi pour chaque personne ça change, on a la même maladie mais
Des fois, c'est plus compliqué aussi d'être diagnostiqué, en tout cas de voir qu'on est atteint de cette maladie-là. Comment est-ce que vous avez senti, alors vous n'avez pas été diagnostiqué du coup au même moment, mais est-ce que à ce moment-là vous avez quand même senti un réel intérêt de la part des médecins et un soutien finalement, Charline, je sais pas si tu en as vu beaucoup jusqu'à ce que tu te fasses diagnostiquer, mais comment toi tu l'as perçu par rapport aux médecins qui t'ont accompagné? Alors du coup, ma sage-femme m'a très très bien accompagnée. Je la remercie beaucoup parce que c'est vraiment grâce à elle et direct après, elle m'a revue, elle m'a donné des contacts. C'est elle qui m'a orientée vers un gynéco spécialisé, enfin vraiment pour avoir un suivi. En revanche, mon médecin traitant, ça a été compliqué. Parce que lui, il a dit oh non mais c'est rien, c'est presque rien du tout ça, il y en a plein comme ça. Enfin c'est rien quoi. Et après il a vu que j'avais très mal pris ce qu'il avait dit et il a un peu mieux compris, j'ai l'impression qu'en fait c'était vraiment compliqué pour moi, ça m'impactait sur toute ma vie en fait. Et donc après ça s'est un peu mieux passé, donc j'ai pu avoir un suivi avec ma gynéco. Mais c'est vrai que du coup je la vois quand même pas souvent. Puis après du coup j'ai été orientée vers plein de médecins, gastro-entérologues, neurologues, enfin tout ça en fait pour complémenter un peu les dossiers. Mais c'est vrai que ça a quand même permis d'avoir une ouverture sur des médecins parce que avant j'avais que ma sage-femme et elle pouvait pas me prescrire non plus toutes les pilules en plus. Et donc j'étais un peu fermée sur mes douleurs et j'étais que avec moi-même pour gérer mes douleurs. Alors que là vraiment j'ai quand même un suivi avec plusieurs médecins. La plupart ils comprennent quand même que j'ai mal, mais ça prend quand même du temps et à chaque fois que je vais aller à un rendez-vous médical, en fait j'ai peur que on va me dire pas que c'est dans la tête, mais que y a pas grand-chose, que je vais un peu exagérer ou donc comme un peu Flavie disait en fait de pas être pris au sérieux sur ce qu'on a et du coup c'est vraiment ça fait peur en fait de se dire j'ai un rendez-vous demain mais comment ça va se passer, est-ce que je vais être prise au sérieux ou est-ce qu'encore une fois ils vont me dire que on voit quelque chose mais en fait finalement c'est comme s'il y avait rien quoi. Mais après moi par contre je pourrais plus dire que ça m'a aidé pour moi-même d'avoir eu ce diagnostic parce qu'en fait je me suis dit que non j'étais pas folle, que j'avais vraiment mal et qu'il y avait quelque chose en fait. Donc moi je pense que ça m'a plus aidé pour moi-même et ça m'a aussi un peu aidé à m'écouter parce que du coup avant je me disais c'est pas grave, je vais forcer, je vais continuer, mais j'étais fatiguée tout le temps, je m'endormais tout le temps en cours, donc je forçais sur moi alors que là maintenant je vais plus m'écouter. Si un matin je me lève et que je sais que ça va pas, je vais pas me forcer parce que je sais que mon corps c'est juste il veut pas quoi. Il peut pas. Bien sûr. En fait, cet abandon quelque part, pour certains médecins aussi, ça t'a poussé malheureusement à mieux te connaître et à mieux te regarder toi, Oui. en tout cas à compter sur toi-même. Flavie, est-ce que ça a été aussi ton cas, ce sentiment d'abandon? Toi, j'imagine aussi avec les années qui ont passé, tu as dû aussi ressentir pas mal d'émotions. Ouais. Alors, il y aurait tellement de choses à raconter encore une fois. J'aurais envie de commencer par tout ce qu'on m'a dit, tout ce qui s'est passé. Déjà, comme j'ai expliqué, je suis très 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 souvent hospitalisée et j'étais pas diagnostiquée à mes débuts. Donc des matins, l'infirmière venait. Donc sur une échelle de 1 à 10, t'as mal à combien? 8? Non, t'as pas compris la question. 0, t'as pas du tout mal. 10, on t'arrache un bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas mal à 8? Ça veut dire que je surjoue? Ça veut dire c'est tellement dur. Ou alors t'as encore mal à 8? Pourtant t'as eu de la morphine cette nuit, ça devrait passer hein. T'es sûr t'as mal à 8? C'est tellement déjà pourquoi on me croit pas? Qu'est-ce que à 15 ans, qu'est-ce que je ferais hospitalisée? J'aurais tellement mieux à faire. J'ai tellement mieux à faire toutes les choses que j'ai loupées parce que justement j'étais hospitalisée, parce que je devais rester allongée, parce que je comprends même pas qu'on puisse se dire une femme, un homme, un humain mente sur des sujets aussi graves, aussi impactants. C'est pas je dis que je veux pas aller avoir la grippe pour pas aller à l'école. On parle des hospitalisations qui durent une semaine répétitives, qui me font louper tellement de choses. C'est dur. Après il y a tout, il y a l'école, le ressenti. Pareil, j'ai loupé énormément d'écoles. Rien que pour passer le bac, j'ai loupé plus de presque 2 semestres. Et j'ai eu mon bac avec mention. Mais c'est dur, hein, les rendez-vous avec le proviseur où il nous dit « Oh, tu sais, tu devrais redoubler, hein. »
En plus, peut-être que t'as besoin, ces choses-là, et de se remettre en question sur tout ce qu'on doit faire. En fait, on n'a pas le choix de se battre. C'est dur puisque on me dit souvent, Flavie, t'es forte, Flavie, t'es un exemple. Non. En vrai, j'ai pas le choix. On m'a pas laissé le choix. Je dois le faire. J'ai pas le choix lorsque ça va pas, j'ai pas le choix, ça va pas. Mais lorsque ça va mieux, de me donner à 100%, de faire tout ce qui est possible pour moi, de vivre comme je peux vivre, puisque la majorité du temps, la moitié du temps, je peux pas le faire. Donc c'est aussi, comme elle l'a dit, c'est tellement compliqué. Après, oui, effectivement, il y a eu un changement depuis que j'ai été diagnostiquée. Ça soit moi, ma perception à moi de ce que je ressens, parce que c'est énorme, 6 ans à se poser des questions. J'ai dû faire le deuil de tout ce que j'avais vécu, tout ce que je pourrais pas vivre, tout ce qui va être compliqué, puisque l'endométriose, actuellement, il n'y a pas de traitement qui soigne l'endométriose. Quand l'endométriose, ce qu'on peut faire, c'est soulager, essayer de passer les symptômes, mais il y a rien qui le fait disparaître. Donc il faut l'accepter aussi personnellement. Et oui, par exemple, les infirmières, c'est même les infirmières qui me disaient t'es sûre t'as mal à 8 ? Là, aujourd'hui, elles vont me comprendre, elles vont dire oh, tu sais, Flavie, je t'ai toujours cru. Pourtant, c'était pas l'impression que ça donnait. Mais aussi, il faut savoir que même quand on a l'endométriose et qu'on est diagnostiqué, on n'est pas forcément pris au sérieux. Un matin, l'hôpital m'appelle, ils me disent Flavie, il faut que tu viennes tout de suite à l'hôpital, on va t'hospitaliser, on va tester quelque chose. Tu viens pas toute seule, t'appelles les pompiers. J'appelle les pompiers. On me dit non mais madame, on va pas faire déplacer les pompiers pour de l'endométriose, enfin vous pouvez aller toute seule, le tram il est juste à côté. Non, justement, je peux pas aller toute seule. Et le pire, c'est qu'on veut répondre quoi ? Qu'est-ce qu'on est censé dire dans ces situations-là ? Comment on peut pas décrire en quelques secondes une maladie ? C'est juste que c'est une maladie qui est à la fois on en entend beaucoup parler, à la fois elle est inconnue. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça commence. C'est aussi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux jouent, il y a quand même un rôle parce qu'on peut se reconnaître là-dedans et il y a de plus en plus de libération au niveau de la parole sur cette maladie, mais je trouve qu'elle reste invisible. Ça me fait beaucoup penser en fait au podcast que j'ai fait avec Laurette sur la maladie de Lyme, où on la remettait beaucoup en question, où sa parole était beaucoup remise en question, que ça soit de la part des médecins, mais aussi malheureusement parfois des personnes qu'elle rencontrait. Donc c'est très très compliqué. Tu parlais justement du jour où tu as su que tu avais de l'endométriose. Charline ou Flavie, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez su que vous étiez atteinte d'endométriose ? Est-ce que ça a été un réel soulagement ou est-ce que vous avez eu beaucoup de colère aussi ? Alors le jour où j'ai su que j'avais l'endométriose, j'étais hospitalisée. Donc moi je suis suivie par 3 gynécos. C'est une des gynécos qui me suit qui est venue me l'annoncer en face à face. Et en fait, ça fait tellement longtemps que pour moi c'était tout sauf ça. Ça pouvait plus l'être. Ça fait tellement de rendez-vous qu'on me dit c'est ça, non c'est pas ça, non c'est pas du tout ça, c'est impossible que ça soit ça, ah finalement c'est ça. Pour moi c'était plus possible. Donc j'avais envisagé toutes les possibilités de ce qu'elle aurait pu me dire, sauf cette possibilité-là. Donc quand elle s'est mise en face de moi, elle m'a dit c'est positif Flavie, c'est l'endométriose, c'est sûr. Je me souviens de m'être mis à trembler et en fait le seul sentiment que j'ai ressenti, c'était que j'étais choquée. J'étais choquée pour tellement de raisons. C'est à la fois, il y a 10% de filles qui ont cette maladie-là, une femme sur 10. C'est énorme, mais quand on est malade, 10% c'est rien. Si là, aujourd'hui, je vous dis, vous avez 10% de chance de réussir votre examen, vous allez me dire, c'est pas facile quand même, c'est pas beaucoup. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, pourquoi moi ? Pourquoi ces choses-là ? Alors oui, c'est un soulagement d'être diagnostiqué, mais ça signifie qu'on est vraiment malade. Ça signifie que ça va pas disparaître demain, ça signifie que ça sera compliqué, ça l'a été, ça va l'être, et que je vais devoir me battre encore. Donc c'est un soulagement pour être prise au sérieux et parce que j'en avais besoin de trouver ce qu'il y avait, mais c'est beaucoup de combats. Charline, toi tu te souviens moi pour ma part, c'était donc avec l'IRM. Le médecin du coup qui lit l'IRM me prend pour m'expliquer les résultats et là il dit qu'il y a bien de l'endométriose visible sur l'IRM. Donc à ce moment-là du coup je pense que j'étais un peu perdue parce que d'un côté je me suis dit OK, il y a quelque chose, mais d'un côté en fait je connaissais un peu du coup pareil cette maladie, en fait je savais qu'il y avait pas de médicaments pour la guérir.
Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà sous pilule. Donc, j'étais déjà, en fait, sous le seul traitement qu'on met en place. Et ça marche pas, en fait, parce que j'ai toujours la même actuellement et j'ai mes règles tout le temps, en fait, tous les jours, depuis un mois. Et ça s'arrête, ça revient, donc voilà. Et je me dis, mais comment je vais faire, en fait, parce que du coup, il y a rien. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'avais très mal, parce que du coup, pour les REM, ils ont mis des piqûres pour un peu que le système digestif, en fait, se ralentisse. Sauf que moi, j'ai des douleurs digestives. Donc, plus ça encore en plus, j'avais très mal. Donc, sur le moment, en fait, j'ai pas trop compris. J'ai laissé passer tout ça. Et en plus, sur le compte-rendu de l'IRM, on comprend pas trop ce qui est écrit parce que c'est très de la médecine pour dire où c'est, etc. Et c'est ma sage-femme, du coup, quand j'ai repris rendez-vous, qui m'a vraiment expliqué. Et c'est, je pense, lors de ce rendez-vous que je me suis vraiment rendu compte. Et je me rappelle d'une question que j'ai posée à ma sage-femme, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants ? Parce que du coup, moi, c'était un peu je veux dire, entre guillemets, le stéréotype de l'endométriose, parce que on le voit partout, c'est on peut pas avoir d'enfants, tout ça, alors que finalement, il y a des personnes qui ont de l'endométriose et qui ont des enfants, donc c'est un peu, on va dire, un stéréotype qui tourne autour de ça, de si t'as de l'endométriose, tu n'auras pas d'enfants. Donc elle m'a rassurée là-dessus, parce qu'en fait, au début, j'ai vraiment eu peur de me dire, ça se trouve, je vais alors dire que je suis pas bien d'être avec cette maladie, et en plus, je pourrais pas avoir d'enfants. Donc je pense qu'en fait, je suis passée à plein de sentiments découpés un peu sur le temps avant de m'en rendre compte et de me dire que c'était un soulagement de savoir ce que c'était et que ça allait avancer en fait. Parce que donc comme disait Flavie, déjà qu'il n'y a pas de traitement, mais en plus on nous met des antidouleurs. Parce que du coup moi je me rappelle d'un jour où je suis allée aux urgences, on m'a mis sous perfusion, Acupan, Tramadol. Mais en fait finalement, comme elle dit, c'est pas les antidouleurs qui nous calment la douleur. En fait moi on m'en met, ça va un peu me faire rêver entre guillemets, mais j'ai encore mal, ça me calme pas ma douleur. Et certains médecins m'avaient dit que l'endométriose, vu que c'est du tissu mou, les antidouleurs ne font pas forcément effet sur ça. Donc en fait, on nous donne vraiment rien, on nous laisse il y a rien pour nous aider en fait. Oui, j'allais dire, en fait, il n'y a pas de traitement là à l'heure actuelle qui existe. Aujourd'hui, c'est quoi les solutions, hormis les antidouleurs, qui vous sont proposées? Du coup, moi, c'est la pilule. Mais donc personnellement, du coup, vu que j'ai des migraines, je dois avoir un neurologue pour savoir quelle pilule je peux prendre. Puis encore une fois, on va dire niveau médical, c'est un peu compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc le neurologue, j'ai toujours pas de rendez-vous pour en voir un. Et donc il y a que la pilule, moi en tout cas, qu'on me propose. Et c'est vrai que moi du coup ça va pas du tout, ça ne marche pas, mais on me dit de pas l'arrêter. Ou alors on m'a déjà parlé aussi du stérilet. Mais c'est vrai que pareil, certains gynécos sont pas trop pour le stérilet avec l'endométriose, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, moi personnellement, il y a que la pilule qu'on me met actuellement pour ça, mais qui ne marche pas, mais on me la laisse même si elle marche pas. On me dit qu'en fait, il vaut mieux ça que rien. Flavie, toi de ton côté, est-ce que t'as une pilule aussi ou tu as d'autres choses? Ouais. Alors moi, pareil, c'est un petit peu spécial puisqu'il y a aucune pilule qui a fonctionné également pour moi. Donc j'ai testé également Reiko, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'était nouveau l'année dernière, ça arrivait en janvier l'année dernière. Alors pareil, on m'a proposé pas mal de choses. J'ai les pilules, beaucoup d'antidouleurs, donc Dafalgan, Spasfon, Acupan, Tramadol, Kétoprophène. Lorsque ça va pas, Nubin, la morphine entre guillemets à l'hôpital. Là, la dernière fois, on m'a donné de la kétamine. La kétamine, c'est censé être le médicament le plus fort au monde. C'est même considéré comme de la drogue. Et là, je me suis fait opérer il y a 2 semaines maintenant. On m'a mis du botox dans l'utérus parce que là, on considère que j'ai beaucoup plus de contractions qu'une femme enceinte. Et donc je vous laisse imaginer un peu la douleur. C'est invivable et mon corps ne supporte pas non plus. Donc il faut arrêter ces contractions. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont fait ça, qu'ils m'ont mis le botox dans l'utérus. C'est long à agir. J'espère vraiment que ça va fonctionner. C'est la dernière solution qu'ils ont à me proposer ici à Besançon, puisque si ça fonctionne pas pour moi, après je serai envoyée à Lyon. Là, je suis déjà suivie par 3 gynécologues. On a fait le tour un peu de tout ce qui était possible. Donc,
j'y crois. Pour moi, c'est un nouveau départ, c'est une chance. Mais il faut s'accrocher pour y croire. Bien sûr. En plus, j'allais justement, tu parles de l'entourage du coup médical, mais est-ce que dans ces périodes, vous avez beaucoup de soutien et le soutien aussi des proches est important pour traverser ces crises, ou en tout cas pour vivre mieux avec la maladie? Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment un entourage exceptionnel, notamment mes parents, qui sont tellement là pour moi, que ça soit mon papa, alors que on dit souvent que pour un homme c'est plus dur de comprendre, ou ma maman, ils sont exceptionnels et ils ont toujours trouvé les mots. Et justement, c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de faire ça aujourd'hui, puisque souvent mon papa, quand j'avais l'impression d'être folle, quand ça allait pas, il me disait écoute ce que cette femme elle a dit, écoute, ça va te faire du bien. Et oui, ça me faisait du bien, puisque je me rendais compte que j'étais pas la seule. Et oui, donc l'entourage, ça aide parce que des fois l'entourage il croit plus que nous, il nous croit plus que nous, puisque ouais, c'est vraiment beaucoup de doutes, hein, c'est vraiment beaucoup de questions, et c'est dur aussi de voir notre douleur se refléter dans les gens qu'on aime. Des fois, je me disais non, il faut pas que j'appelle ma maman pour lui dire que ça va pas, qu'il faut que je retourne à l'hôpital. C'est tellement dur pour des parents de voir sa fille comme ça, je le sais, et même si je l'ai pas choisi, c'est dur parce que ça fait partie de moi, parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi que je peux pas contrôler, certes, mais ça me fait du mal, mais ça me fait du mal aussi de voir cette douleur dans les gens que j'aime, et c'est compliqué. Après, heureusement qu'ils sont là. Beaucoup, c'est l'inverse, c'est qu'ils sont pas assez entourés. Et moi, c'est que j'ai tellement d'amour que ça me fait de la peine de leur faire du mal. Donc c'est une façon de voir les choses différentes. Mais oui, c'est une maladie qui nous touche, nous, mais aussi Les tous proches. ceux qui nous entourent. Ouais. Charline, t'es d'accord avec ce que Flavie a dit? Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Flavie. Vraiment, l'entourage, c'est le plus important. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai mal, je n'aime pas être toute seule. Je préfère qu'il y ait mes parents. Parce que, pareil, des fois, en fait, j'ai l'impression que je vais faire un malaise ou je vois tout tourner, tout ça, tellement la douleur est forte. Et du coup, j'ai peur, en fait, d'être toute seule. Et pareil, en fait, l'entourage, c'est vraiment ce qui nous permet, en fait, de tenir. Parce que par moments, on se dit, moi, je sais que par moments, je me dis, mais pourquoi... ça m'énerve, en fait, d'être là, d'avoir mal et de devoir subir ça... tout le temps. Ça m'est déjà arrivé de dire que je préférerais partir, que j'en ai marre en fait d'avoir mal tout le temps, de rien pouvoir faire, d'être, on va dire, un peu punie. Et du coup, l'entourage, c'est vraiment important. Je sais que moi aussi, c'est beaucoup mes parents qui sont vraiment là pour moi. Pour les rendez-vous médicaux, c'est pareil. En fait, c'est tout le temps leur jour de repos, les rendez-vous, aller à l'hôpital. C'est ça tout le temps en fait. Il y a que ça, ou alors venir me chercher à l'école parce que ça va pas. Je sais que comme avait dit Flavie, moi en ce moment du coup je suis encore au lycée et en fait j'ai été plus de jours absente que de jours en cours. Et donc du coup pareil, c'est faire des aménagements pour le lycée, c'est grâce à mes parents parce que c'est pas le lycée qui va les proposer tout seul, hein, les aménagements, faut vraiment forcer pour avoir un petit truc. Donc c'est très compliqué. Et puis donc sans l'entourage, je sais que moi ce sera encore pire, que puis pour la santé mentale aussi, parce que du coup ça impacte vraiment moi je sais que ça m'impacte beaucoup mentalement, et sans l'entourage je pense que ce serait Très compliqué. oui, presque impossible en fait. J'aurais arrêté de me battre pour continuer de me lever le matin, quoi. En plus, tu parlais justement, j'allais vous poser la question sur vos établissements respectifs. Flavie, tu as passé ton BTS, c'est ça? Ouais. Charline, tu es encore au lycée. Est-ce Oui. que vous avez senti Bon, Charline, tu viens de dire le contraire, donc il n'y a pas de sensibilisation au niveau de l'établissement, parce qu'il me semble que Flavie, pour passer tes examens, c'était très compliqué. Comment on se sent par rapport à ça? Moi, par rapport au lycée, c'est très compliqué parce que déjà j'ai une infirmière scolaire qui n'est pas trop une infirmière, donc elle ne connaît pas du tout le domaine. Un jour, je suis quand même arrivée en ayant très mal à l'épaule, en n'arrivant plus à respirer et en m'agrippant au mur pour arriver jusqu'à l'infirmerie. J'étais en sueur, je m'agrippais jusqu'au mur pour y arriver, j'étais en larmes. Et elle m'a dit non mais respire. Et elle a appelé ma maman.
Et en fait, à ce moment-là, du coup, ma maman m'a emmenée aux urgences. Mais pourquoi à ce moment-là, elle a pas appelé les pompiers? Parce que je m'agrippais j'étais par terre, quoi. Donc, et en fait, ils ont rien fait. Et c'est plein de moments comme ça. Il y a des moments où je suis sortie de cours en pleurs. J'étais dans le couloir pour m'agripper pour arriver, pareil, jusqu'en bas. Il y a une personne de la vie scolaire qui me voit. Elle m'aide à descendre, mais en aucun cas, en fait, elle m'a ouvert l'ascenseur pour que je puisse prendre l'ascenseur pour descendre jusqu'en bas. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, en fait, qui font que il y a pas vraiment d'aide. Et au tout début, l'infirmière m'avait dit une fois ah, mais t'as tes règles, c'est pour ça que t'as mal. Ah, mais j'en ai plein qui ont mal pendant leurs règles, qui viennent prendre une bouillotte. Mais c'était pas juste une bouillotte que j'ai besoin, moi, quand j'ai mal. Donc, c'est très compliqué. Et puis, je sais que moi, j'ai un PAI à l'école pour un aménagement. Mais c'est très compliqué déjà de pouvoir respecter le PAI pour l'école. Moi, je peux plus manger à la cantine, du coup, parce que ça m'impacte vraiment au niveau digestif. Et je me suis quand même fait engueuler parce que j'ai mangé en dehors de la cantine. Je me suis fait convoquer parce que j'ai mangé dehors, plein de choses comme ça en fait. Donc moi j'ai l'impression en fait qu'ils me compliquent encore plus la vie et j'avais envie de me déscolariser, j'avais envie d'arrêter, j'ai vraiment je voulais plus voir ce lycée parce qu'en fait pour moi ce lycée déjà il m'impactait encore plus niveau santé mentale et en plus il faisait pour m'empirer en fait et pas me lever vers le haut avec mes problèmes. Oui, Donc ça a été très très compliqué et même les profs, on a des PAI, ils les regardent pas, ils en prennent pas compte. Donc en fait finalement ils font des reproches genre toujours absente, que quand on demande pour aller aux toilettes, si t'as un PAI, ils disent, ah oui t'as un PAI, bon ok, mais comme s'ils te croyaient pas trop, comme si c'était faux quoi, comme si c'est un mensonge. Donc c'est très compliqué moi à l'école, je sais que je le vis très mal l'école. Encore une fois, aucune considération aussi de la part de l'établissement Oui. scolaire. Flavie, est-ce que c'était aussi, c'est ton cas? Est-ce que ça l'a été aussi? Ouais. Alors, pareil, je veux revenir aussi sur mon bac, puisque le bac, j'ai eu le lycée. Ils ont quand même été plutôt bien avec moi. Ils ont pris en compte ma douleur. J'ai pu passer le bac allongé, et ça, heureusement, puisque j'ai passé le bac, ça s'est plutôt bien passé. J'avais mon tiers-temps, tout se passait bien. J'ai passé le bac allongé, j'avais ma petite bouillotte, mon petit TENS, c'est des petites machines qu'on met sur le ventre, donc ça allait. Pour ce qui est des absences, des choses comme ça, je dirais que on peut pas. À la fois, je suis très en colère contre les gens de pas comprendre, mais comment ils peuvent comprendre? Comment on peut s'imaginer ces choses-là? Je vois que j'ai été énormément absente encore ces 2 années de BTS, mais quand je reviens, j'ai de très bonnes notes. J'arrive à rattraper en quelques cours ce qu'ils ont fait en 1 mois. Donc je remarque que en fait on prend pas forcément conscience, mais pas parce qu'ils veulent pas prendre conscience, parce que ils me voient absente d'un mois. Ils savent que j'étais à l'hôpital, ils savent que ces choses-là, mais quand je reviens, j'y arrive. Donc Oui. Ouais, donc je pense que c'est dur aussi. Alors c'est pas facile pour nous d'accepter, mais je pense que c'est dur aussi pour eux de se rendre compte. Comment on peut se rendre compte? Comment on peut comprendre qu'il y a 1 semaine j'étais à l'hôpital, que c'était horrible, que j'étais sous morphine, et que 1 semaine plus tard je reviens, que j'arrive, que j'ai une des meilleures notes de la classe et que tout se passe bien. Alors ça c'est que ce qu'on voit, parce que encore une fois c'est une maladie invisible, mais on voit pas tout ce qu'il faut. Donc faut savoir que du coup quand on est assis en cours, faut réfléchir au cours, faut essayer de comprendre le cours puisque j'ai loupé des cours, faut essayer de rester assise puisque je peux pas rester assis. Donc je pense qu'on a appris à être 3 fois plus forte que les autres, à travailler 3 fois mieux que les autres, à travailler 3 fois plus vite que les autres. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix. C'est soit on arrête tout, comme l'a dit Charline, soit on trouve des solutions, soit on devient plus forte, soit on essaye. La vie nous a pas laissé le choix. Et je veux revenir aussi sur le BTS. Ça a été quelque chose de très très compliqué pour moi. J'ai eu 4 jours de BTS et dans la même semaine je me faisais opérer. Donc quand j'y pense, je me dis comment on a pu croire qu'une fille de 19-20 ans, elle peut arriver à faire tout ça, arriver à passer des épreuves de BTS en étant malade, se faire opérer dans la même semaine. C'est tellement de préoccupations, puisqu'en plus l'opération, ça représente pas seulement une opération, ça représente mon avenir aussi. Donc ouais, c'était déjà beaucoup mentalement, fallait que je me prépare.
et je peux pas rester assis. Et là, pour le coup, j'ai pas eu le choix. Donc, on m'a donné un tiers-temps et un temps compensatoire, mais ça n'empêche pas le fait que je peux pas rester assis. Donc, je me souviens, le lundi, le premier jour du BTS, je me suis dit, je vais pas y arriver. Je me suis dit, comment c'est possible? Comment je peux y arriver? Toutes ces fois où j'ai réussi, cette fois, ça sera la fois où ça marchera pas. Ça a marché tellement de fois, c'est pas possible que ça marche cette fois-ci. Je me dis, c'est impossible. Je devais sortir, aller marcher un petit coup et revenir. J'étais limite en train de pleurer, mais il fallait que je me reconcentre sur mon sujet. Comment je pouvais faire les deux? Comment je pouvais penser à rester assis, rester à avoir pas trop mal, à éviter de pleurer, penser à mettre ma machine, penser à chauffer ma bouillotte, penser à prendre mes médicaments et réussir mon sujet? Ça me paraissait impossible. Je suis sortie de l'épreuve, j'ai appelé mes parents, je lui ai dit, je suis désolée, je pense que je vais pas y arriver. Soit je vais m'évanouir pendant l'épreuve, soit il va se passer quelque chose. Je me suis dit juste, mon corps, il va me lâcher. Ça va être impossible pour moi d'y arriver. Que ça soit mentalement parce que c'était une fatigue mentale énorme ou physiquement parce que ça me paraissait insurmontable. J'ai réussi et à l'heure actuelle, je me dis comment j'ai réussi. Je saurais pas vous dire puisqu'encore une fois, je suis sortie le premier jour, je me suis dit ça va être insurmontable. C'est la montagne de trop. C'est la chose ça va être ma chute. Pour le moment, j'ai tout eu, mais là, ça sera trop. Et j'ai réussi. Mais c'était pas facile, hein. Ouais, comme tu le dis, à chaque fois, faut se battre aussi plus que les autres. Tu parlais de santé mentale. Comment, alors Charline, de ce que j'ai compris, c'est compliqué à vivre, de part aussi par rapport à ton établissement. Comment tu te sens, Flavie, je te donnerai bien sûr la parole aussi par rapport à ça, au niveau de ta santé mentale. Pas très bien. Je vois bien que c'est très compliqué. Je pleure pour un rien, je m'énerve tout le temps, enfin vraiment mes émotions sont en fois 1000. Et donc je sais que une des solutions des médecins pour le moment, ça a été de tester les antidépresseurs pour voir si ça pouvait au moins aider un peu parce que même moi c'est pas vivable d'avoir mes émotions toujours en fois 1000 comme ça, c'est pas possible, ça me fatigue encore plus que je ne suis déjà fatiguée. Et donc j'ai été également aussi une journée en hôpital de jour, il y a quelques jours en hospitalisation de journée pour l'endométriose. Et donc on a parlé d'un suivi psychologique parce que pour les antidépresseurs tout seuls, c'est pas forcément non plus super. Donc un suivi psychologique parce que j'arrive pas en fait à gérer le fait d'avoir mal comme ça tout le temps. Et puis parce que aussi je suis quand même quelqu'un de beaucoup stressé, donc en fait j'ai l'impression que tout se mélange et que ça me fait vraiment un mauvais mélange. Et puis parce que il y a des moments où j'avais plus envie de continuer de vivre, donc à un moment donné c'est quand même compliqué aussi, mais parce que comme avait dit Flavie, en fait c'est en fait on loupe des choses de notre vie quoi. Enfin moi je sais que je sors plus trop avec mes amis, j'ai un peu rétréci mon groupe d'amis parce qu'en fait j'ai pas peur de sortir, mais la plupart du temps j'ai mal, donc on va me dire viens on sort, je vais dire non en fait j'ai pas envie parce que j'ai mal et puis je vais pas être bien, ou alors j'ai mal en fait tout le temps, j'ai toujours une douleur de fond, quelque chose, donc je suis jamais à l'aise pour être quelque part, et donc du coup en fait ça fait que je préfère me renfermer, je préfère être dans mon cocon chez moi et je sais que je serai mieux dans tous les cas. Ça m'évite en fait de stresser par-dessus parce que le stress, je sais que moi personnellement ça m'augmente aussi mes douleurs. Et puis c'est vrai que du coup on m'a parlé du coup aussi de la fibromyalgie surtout en hôpital de jour, parce qu'on m'a dit que du coup j'avais des douleurs qui faisaient vraiment penser à de la fibromyalgie, et donc c'est encore une maladie en plus à aller voir, pour la diagnostiquer pardon, c'est aussi compliqué parce que c'est encore une maladie invisible, c'est encore une maladie en fait qu'on dit que le stress y impacte beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on me donne encore en plus des antidépresseurs, parce qu'on dit pour la fibromyalgie ça peut aider en fait à calmer ces douleurs en fait dans tout le corps, assez bizarre. Et donc niveau santé mentale, c'est vrai que moi je sais que je suis vraiment pas bien, et après ça va un peu mieux parce que je sais qu'il y a l'école aussi qui s'arrête, ça va être les vacances, et en fait c'est vraiment juste le soulagement de me dire je vais pouvoir dormir, parce qu'en fait moi je sais que j'ai une fatigue intense et des fois je m'en veux de me sentir molle, de me sentir en fait il y a beaucoup de gens qui disent oui les jeunes ils sont feignants, et moi c'est vraiment pas l'image que j'ai envie de leur donner
renvoyer de moi parce que de base je suis pas feignante quoi. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de faire, c'est vraiment je peux pas. Ça m'arrivait de m'endormir en plein milieu d'un cours. Je lutte pour ne pas m'endormir dans le bus tout le temps. En fait, c'est vraiment je lutte pour me dire il faut pas dormir, dors pas. Comme a dit Flavie, pendant les examens, c'est super compliqué. Moi, j'ai déjà eu des contrôles où en fait j'étais là et je me dis dors pas, et c'était pire. Enfin, il y a la douleur, mais en plus il faut lutter pour pas s'endormir parce que s'endormir devant un contrôle c'est encore pire que pendant un cours quoi. Je peux pas me permettre d'avoir une note catastrophique parce que ça va compter pour mon futur après, pour mon avenir si je veux quelque chose. Donc en fait moralement je suis bas parce que je me dis je peux pas dormir et le fait de pas pouvoir dormir en fait j'ai l'impression que ça me fatigue encore plus de penser au fait de pas pouvoir dormir et quand on a mal on peut pas dormir. Comme avait dit Flavie, donc ça m'aidait. Enfin, maintenant je prends de la mélatonine le soir pour déjà un peu mieux dormir. Mais ça m'est déjà arrivé du coup, il y a pas très longtemps en fait, je dormais plus la nuit et je dormais la journée. En fait, j'étais totalement décalée et je dormais plus du tout la nuit, je dormais que la journée. Enfin, c'était vraiment et là maintenant je dors mieux la nuit, mais ça m'empêche pas de pas être fatiguée la journée en fait. Si je pouvais dormir en continu, je pense que je dormirais en continu tout le temps. Oui, ça impacte. On voit que du coup que ça a une accumulation aussi de conséquences qui sont énormes Oui. à prendre en compte dans le quotidien. Flavie, toi, tu te sens comment du coup par rapport à ça? Oui. Alors avant, je veux réagir sur ce qu'elle a dit puisque en vrai, la fatigue, c'est un des trucs le plus dur dans l'endométriose, je dirais. Puisque elle a raison. La fatigue c'est énorme. On parle de fatigue chronique, on a l'endométriose également. Moi déjà, quand je suis en crise, ça peut m'arriver pendant un mois de dormir 1 heure par nuit et encore 1 heure c'est beaucoup. Et je me souviens d'avoir posé la question à un de mes gynécos. Comment le corps il peut survivre? Comment c'est possible de pas dormir pendant un mois? Sincèrement, je comprends pas. Et il m'avait dit si, ça s'appelle l'instinct de survie, ça s'appelle la survie. Ton corps, il est en survie, c'est pour ça qu'aussi on peut plus rien faire parce que il garde le moindre petite énergie qu'il peut avoir pour survivre, pour se battre. Et dans tous les cas, il peut pas dormir puisqu'il faut qu'il se batte 24 heures sur 24. Pareil, je sais que ça m'impacte beaucoup. Je suis arrivée à un stade aussi où je me rends même plus compte que je m'endors. Donc ça m'est arrivé au milieu de Besançon de m'endormir dans le bus, c'est le contrôleur qui me réveille. Mince. En milieu du cours aussi, je me rends même pas compte. Je m'endors, c'est comme ça, je sais même pas si je m'endors ou je m'évanouis, honnêtement, je peux pas le savoir puisque je m'en rends pas compte. Et c'est une de mes copines qui me réveille, elle me dit Flavie, t'es en train de dormir. Mince. Et ça fait combien de temps? Ça fait déjà 30 minutes. Ah ouais, ok. Et je m'en rends pas compte. Et pareil, pourtant on est tellement fatigué et la nuit, moi c'est une nuit où je me réveille pas, c'est impossible. Donc à la fois il y a ce paradoxe de tout le temps être fatigué et pourtant arriver si peu à dormir. Donc la fatigue c'est quelque chose, je pense c'est un des plus grands freins aussi. Donc je voulais déjà revenir là-dessus. Ensuite pour parler de santé mentale, je dirais que c'est un sujet qui est assez étrange pour moi. Puisque pareil, je suis très impactée, je suis très souvent à l'hôpital, mais je dirais que ça va pas pendant des très courts termes. C'est-à-dire que je vais être à l'hôpital, je vais être très en colère pendant 1 heure, je vais me pleurer pendant 1 heure sans m'arrêter, vraiment ça va être horrible, et après ça sera bon. Et pareil quand j'ai fini ma crise, alors pour l'instant j'ai pas un jour sans douleur, mais on va dire qu'il y a mon seuil de douleur acceptable, mon seuil où je fais ma vie, je vais au bowling, je joue avec mes amis, j'ai tout le temps mal. Donc en fait et j'ai tout le temps eu mal puisque j'avais ma maladie intestinale. Donc c'est mon quotidien, je fais avec, c'est comme ça. Et quand je sors d'une crise, même si imaginons j'ai fait une crise hier, décrire la crise je saurais pas le faire. Je saurais même pas, je pense que mon cerveau il oublie juste, il veut oublier, il veut passer à autre chose. Et on me dit souvent que lorsque je vais bien, je suis à 100%. Mais dans tout, je veux tout faire, tout en même temps. Du coup, je fais un petit peu n'importe quoi des fois, mais parce que je perds tellement de temps et je veux le temps que je perds, je veux le rattraper c'est impossible. On peut pas faire plus que 24 heures dans une journée, mais je fais tellement de choses et j'ai mal, mais tant que ça dépasse pas mon seuil habituel, j'essaye de faire avec, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'ai pas vraiment de choix. Et c'est vrai que là, pareil, les médecins, ils m'ont fait voir je vois actuellement une psy, c'est mes premières séances. C'est étrange pour moi puisqu'on me fait voir une psy parce qu'on dit même que je réagis trop bien face à ce qui m'arrive. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je suis très 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 souvent hospitalisée.
Mais à côté, je suis une demi-heure de mon BTS, j'ai ma licence pro l'année prochaine, j'ai une alternance, je vais travailler cet été, j'ai acheté une petite voiture, j'arrive à vivre, je fais de la natation, j'ai un bon groupe de copains, enfin j'arrive à vivre malgré ça. Et en général, ils disent que c'est trop rare, donc peut-être que c'est mon cerveau qui bloque. Peut-être que tout ce qui est négatif, je peux pas le ressentir parce que je ressens déjà tellement de négatif que il faut éloigner. Je peux pas me le permettre. Même, je vois rien d'autre. J'ai l'impression que j'ai aucun autre problème que l'endométriose. Le seul problème dans ma vie, c'est que je suis malade. Alors que c'est pas vrai. Je suis une adolescente comme tout le monde. J'ai des autres problèmes, mais j'ai l'impression que l'endométriose prend tellement de place dans ma vie que tout le reste, je le relativise, tout va bien, tout... Parce que, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai tout simplement pas le choix si j'ai envie de vivre comme j'ai envie de vivre. Et j'ai vraiment envie de vivre. Ouais, mais de toute façon, c'est un peu le cerveau aussi qui se met dans un déni. Ou qu'on vive ses émotions, ou qu'on ait du mal à les comprendre, ou qu'on soit dans un déni, c'est chacun aussi adopte une stratégie de survie aussi. Moi, je voulais aussi, donc je vous ai découvert grâce à l'association Endo-Femmes. Pour moi, c'est important aussi d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aussi à Besançon qui sont dans le même cas que vous. Comment vous avez découvert l'association? C'est quoi le lien que vous avez avec elle? Pour ma part, elle en a parlé tout à l'heure, c'est les hospitalisations de jour. C'est grâce à cette association qu'elles existent en partie. Et sincèrement, la première, donc moi j'ai déjà fait mes 2 jours, j'y ai plus le droit. J'espère y avoir le droit puisque ça aide beaucoup. Mais je me souviens de la première fois que j'ai eu ces hospitalisations de jour où on a tous parlé entre nous. On est plusieurs femmes, on est comme ça, on est 5-6 à peu près. Et je me souviens de me dire waouh, en fait je suis pas toute seule. En fait, on ressent tous, et encore une fois avec Charline, à chaque fois qu'elle parle, je me dis mais waouh, comment c'est possible? On se connaît pas, on s'est jamais vu, et pourtant on a les mêmes symptômes, on a les mêmes choses. Comment c'est possible? C'est fou, et ça me fait me dire aussi que c'est réel. Ma douleur est réelle, sa douleur est réelle, notre douleur est réelle, et c'est une façon de se battre. On se bat encore une fois en faisant ce podcast, en parlant autour de nous, en exprimant ce qu'on ressent, et je trouve ça impressionnant, et c'est ce qu'elle fait Endo-Femmes. Elle le fait dans les lycées, il y a pas longtemps, il y a eu un match de sport, je suis pas sûre, donc je vais pas dire n'importe quoi, où elle y a été. En fait, elle est partout un petit peu à Besançon actuellement, dans les concerts, elle nous donne une voix, elle nous donne une place, et ça c'est important. Et elle nous montre surtout qu'on est là, qu'on est ensemble, qu'on n'est pas seul, qu'on est tous ensemble face à se battre contre notre seul démon, enfin, en partie. Et c'est beau, c'est vraiment un soutien fort. Charline, peut-être que tu vas ajouter quelques mots? Donc en fait, moi je l'ai rencontrée car elle a fait une conférence à l'hôpital. Et moi j'étais au tout début du coup de ma découverte de cette maladie. Et ma sage-femme m'a dit il y a une conférence sur l'endométriose et c'était grâce du coup à cette association Endo-Femmes qui organisait cette conférence. Il y avait plein de médecins, des gynécos, des kinés, de l'acupuncture pour montrer en fait ce qui était ouvert, ce qu'on pouvait essayer pour nous aider un peu. Et donc c'est comme ça que je l'ai connue. Et ensuite, du coup, je l'ai revue à ma journée d'hospitalisation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé et elle aide vraiment beaucoup parce que donc elle a un parcours aussi compliqué. Et en fait, c'est qu'elle est patiente avant avant d'avoir fait cette association. Et donc en fait c'est vraiment elle nous comprend quoi, elle sait vraiment pourquoi on se bat, elle sait pourquoi elle veut faire ça, et du coup en fait on se comprend toutes. Et comme elle a dit du coup Flavie, la journée ça nous permet vraiment en fait de parler entre toutes et vraiment de se rendre compte en fait on se connaît pas mais on vit la même chose entre guillemets, même si quelques petites choses peuvent être différentes, mais qu'en fait le plus dur on traverse toutes ces choses-là. Et donc elle porte la voix de nous toutes. Et donc oui, elle vient aussi dans les lycées parce que elle est jamais venue dans mon lycée, mais j'ai déjà vu sur son compte, sur même le compte d'autres lycées qui partagent vraiment ça, et ça fait plaisir parce qu'on se dit du coup que déjà on aura peut-être moins de
comment dire, de stéréotypes au lycée par rapport aux amis, tout ça, parce que moi je sais que j'ai quand même des amis qui comprennent pas trop en fait, qui vont dire elle est beaucoup trop absente. J'en ai qui comprennent heureusement, mais il y en a toujours qui comprendront pas et donc ça fait plaisir en fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui se bat comme ça pour porter la voix de toutes celles qui souffrent. Donc Marion, tu disais qu'elle avait été aussi patiente et donc c'est pour ça qu'elle avait créé l'association. Aujourd'hui, il y a combien de membres? Alors ça, tu sais ou pas? saurais pas trop dire parce que du coup je connais pas vraiment beaucoup parce que moi du coup je l'ai connue à la conférence il y a quelques mois et je l'ai revue seulement mardi parce que moi ma journée c'était mardi, donc il y a quelques jours. Mais du coup non, je saurais pas dire, mais je sais que en tout cas elle fait vraiment beaucoup parce que j'ai vu qu'elle poste souvent sur les réseaux sociaux pour informer, pour même sur les réseaux pour expliquer. Elle fait également des interviews avec certaines personnes pour vraiment en parler beaucoup. Alors on a beaucoup parlé de l'avenir. Je sais qu'il y a pas mal d'inquiétudes à ce sujet-là, surtout quand on souffre d'une maladie et que c'est très incertain. Qu'est-ce qui vous donne espoir aujourd'hui? Moi, j'ai quand même envie de parler de positif. Charline, si tu veux. Donc moi du coup j'ai quand même je me dis que j'ai la force de me battre là maintenant et j'ai vu beaucoup de gens du coup pendant ma journée d'hospitalisation et qui ont été diagnostiqués depuis plus longtemps et qui maintenant vont mieux. En fait, ils ont réussi à écouter leur corps, à apprendre et à comprendre leur corps en fait, et ça les a vraiment aidés. Et du coup moi maintenant j'ai quand même espoir en fait avec le temps de réussir à mieux gérer tout ça et du coup d'aller mieux et de réussir à vivre avec, même si c'est quand même compliqué de quand on est mal de se dire que ça ira mieux après parce qu'on se dit mais quand est-ce que ça ira mieux en fait. Mais j'ai quand même du coup cet espoir là de plus tard réussir à mieux m'écouter parce que du coup ça m'a aussi permis là ces derniers temps de m'écouter vraiment alors qu'avant je le faisais pas. Et pareil pour mes études de base j'avais un projet d'avenir on va dire un peu stressant, je voulais partir dans le droit et en fait je me suis dit non, pourquoi m'infliger encore du stress où je vais vraiment me mettre la pression tout le temps. Et du coup j'ai décidé de partir dans ce qui est ma passion, donc dans l'histoire, tout ça. Et du coup encore une fois j'ai l'impression de mieux m'écouter. Donc en fait je dirais que ça me permet vraiment de voir mon avenir plus personnellement en m'écoutant, en faisant ce que j'aime, en profitant en fait de ces moments, comme a dit Flavie, des moments en fait qu'on peut avoir où on est bien, où on va vraiment profiter, parce qu'en fait on sait qu'après il y a des moments où on pourra moins profiter. Flavie, tu veux ajouter quelque chose? Oui. Quand on est malade, je dirais que l'espoir, c'est à la fois la plus belle chose qu'on a et la pire, puisque c'est ce qui nous fait tenir tous les jours, c'est ce qui nous fait nous lever le matin, c'est ce qui nous fait espérer. Mais à chaque fois qu'on a une crise, à chaque fois qu'on rechute, c'est ça qui est douloureux, c'est qu'on avait espoir. Après, moi, j'ai eu une chance. L'opération, pour moi, c'est vraiment une chance. Et je le vois vraiment comme un nouveau départ, comme une nouvelle opportunité. Et c'est la chose qu'on m'a proposée, c'est peut-être la chose que je vois le révolutionnaire. J'ai envie d'y croire, j'ai besoin d'y croire. Et encore une fois, je pense que il y a ce qu'on nous propose, mais il y a aussi notre caractère, notre force. On est tellement fortes. Toutes les femmes qu'on l'endométriose, on est tellement fortes et c'est fou tout ce qu'on arrive à faire. On est malade et à la fois on a une vie pleine de rebondissements, je dirais. Mais ouais, c'est beau de voir que malgré tout ce qu'on vit, malgré tout ce qu'on peut penser, malgré tout ce qu'on ressent, on arrive à avoir une vie d'adolescente un minima normal, c'est-à-dire avoir des objectifs. Pour toi, l'histoire, pour moi, c'était la licence pro, l'alternance l'année prochaine. Je suis très contente et je me dis, j'y arrive. Et ça, c'est beaucoup d'espoir. J'ai une dernière petite question avant de quitter ce podcast. J'ai beaucoup de personnes du coup qui savent que nous réalisons un podcast sur l'endométriose. Beaucoup de jeunes femmes qui sont atteintes de cette maladie. Ce serait quoi le message que vous laisseriez vous à ces femmes-là qui pourraient vous écouter? Déjà moi mon premier message c'est que même si elles sont pas diagnostiquées, il faut pas qu'elles pensent que elles ont rien,
parce qu'en fait comme Flavie, elle a fait plein d'IRM et finalement en fait c'est le test salivaire qui a découvert ça. Moi j'ai rencontré des gens qui ont été qu'on leur a rien vu et en se faisant opérer on a découvert. Enfin donc en fait il faut pas garder espoir. Si on a des douleurs, on les a pas dans la tête. Il faut arrêter de croire qu'en fait c'est toujours le stress qui fait tout. Et le message aussi d'espoir que je voudrais donner, c'est que on aura toujours des moments très bas. C'est comme ça, on a mal, mais qu'en fait finalement comme a dit Flavie, on est très forte parce qu'on arrive à faire ce que les autres font en se donnant beaucoup moins de moyens, et nous en fait on met tout en œuvre pour réussir à faire le maximum, même quand on a mal, même quand on montre le meilleur de nous. C'est une maladie invisible donc on ne le voit pas. Quand on nous voit, on va nous dire non mais t'es jeune, t'es pas malade, et finalement en fait on endure peut-être bien plus que des personnes plus âgées que nous. Donc en fait on est forte, et même si c'est dur à un moment donné, et en fait le chemin il est long, mais après il est beau. En fait une fois qu'on aura compris comment se comprendre, et puis la médecine, j'ai espoir aussi que la médecine elle va évoluer, et comme on dit on est jeune, donc on aura peut-être le temps de voir des traitements arriver par la suite. En tout cas c'est vraiment de jamais lâcher, et de toujours se battre, même quand c'est compliqué, parce que de toute façon on en est capable. On a eu cette maladie, mais on est capable de se battre, parce que de toute façon, juste le fait de supporter nos douleurs quand on a mal, c'est une force qu'on est capable de tout, en fait. Oui, pareil, j'ai envie de revenir sur le diagnostic, parce que moi, ça a été long. Croyez en vous, vraiment. Vous n'êtes pas folle, personne. C'est pas dans votre tête, même si c'est long, même si c'est horrible, même si vous doutez, vous allez y arriver. Un jour, vous allez trouver. Un jour, vous aurez votre solution. Ça sera pas miraculeux. Ça sera pas forcément facile. Mais je pense qu'on y est toutes capables. Et c'est important de le croire, de le comprendre, de le percevoir. Vraiment, croyez en vous. Et surtout, croyez en nous, puisque vous n'êtes pas seuls, on est une énorme famille sans se connaître, et je veux vraiment que les personnes qui ont l'endométriose ou qui sont en train d'être diagnostiquées ou qui cherchent, elles comprennent qu'on est toutes là, l'une pour l'autre, à notre manière, même si on se connaît pas, même si c'est vraiment important pour moi de faire passer ce message-là, et vraiment garder espoir. Bon message de sororité en tout cas. Merci beaucoup les filles. Mais en tout cas, moi je vous souhaite de mon côté plein de belles choses, plein de réussites. J'espère en tout cas que vous allez décrocher tous les rêves possibles et inimaginables. Et puis j'espère aussi que cet échange, cette conversation qu'on a eue, parce que je le rappelle, le but c'est d'informer aussi, et puis de rappeler aux personnes, en tout cas aux jeunes femmes qui sont atteintes d'endométriose, qu'elles ne sont pas seules. Voilà, et surtout de croire en elle, c'était le message que vous souhaitiez laisser. Merci beaucoup en tout cas, et puis je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Merci.